Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 6 octobre 2020. Alors, je vous fais part de quelques-unes de nos observations, Fabienne et moi, concernant la pandémie. Mais d'abord, je vous raconte ici, je vous présente cette petite tête de mort en plastique phosphorescente qui doit briller dans la nuit. J'ose pas dire comme un phare dans la nuit, mais qui doit en tout cas nous rappeler en cette pas veille de l'Halloween, parce que l'Halloween, déjà je pense qu'on vit dans une espèce d'état d'Halloween prolongé, alors qu'il nous rappelle notre condition de mortel, que nous sommes très peu de choses. Et que, nous sommes très peu de choses, mais quand même, notre imagination, elle est incroyablement créative, car ce matin, je suis allé au Douleur-Rama, le Douleur-Rama, et pour acheter des objets de décoration d'Halloween. Et je suis tombé sur une première section, alors, où j'ai acheté cette tête de mort phosphorescente, aussi un bras, des chauves-souris qui s'agglutinent, des citrouilles édentées, et toutes sortes de bels objets comme ça qui nous rappellent que nous sommes sur Terre qu'un très court instant. Et après, je poussais mon petit caddie, et après, je suis tombé sur une deuxième section. Il y avait encore, là, il y avait des toiles d'araignée, il y avait des scorpions en plastique, il y avait des fantômes, des petits fantômes en tissu. Alors là, j'en ai rajouté dans mon petit carrosse. Et après, je suis tombé sur une troisième section. Alors là, j'ai acheté des lampes, j'ai acheté des araignées. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre aussi? Des araignées, des grandes araignées, ouais, euh, synthétiques. Et j'en ai acheté aussi à batterie, des araignées à batterie. Alors j'ai rempli mon caddie de ces petites monstruosités réjouissantes. Et je suis demeuré un peu assez stupéfait du nombre de trucs qu'on peut trouver dans un douleur-rama. Parlant de douleur-rama, alors voilà. Alors, dites bonjour à votre nouvel ami. Dites bonjour à votre futur. Voilà, la pandémie. La pandémie, la pandémie, la pandémie. Euh, Montréal est rentré dans une zone alerte rouge. Comme le faisait remarquer un jeune ami qui fréquente ma librairie, les codes de couleur correspondent exactement aux mêmes codes de couleur qui avaient été établis par les diverses démocraties suite aux attentats du 11 septembre 2001. Et pendant un certain temps, ils se tiennent tranquilles, les terroristes, là, il faut dire. Bon, ils ont mieux à faire, sans doute. Euh, Pendant un certain temps, régulièrement, nous sommes passés à l'alerte orange, qui est le stade avant l'alerte rouge, l'alerte maximale. Alors pendant plusieurs mois, pendant quelques années, on a navigué comme ça dans les alertes multiples. Et là, nous sommes dans le rouge. Nous sommes littéralement dans l'alerte rouge. Je dirais rien sur les anti-masques. Je pense qu'ils ne comprennent pas. En fait, je pense qu'ils comprennent rien là. Euh, mais c'est pas là, c'est pas l'objet de mon propos ce matin, c'est pas les anti-masques, mais la condition de petits commerçants pendant une crise sans précédent. Il y a 2 semaines, Fabienne et moi sommes allés dans le Vieux-Montréal et on se faisait la réflexion, les commerces, les restaurants, les bars, tout était absolument désert. Je me suis arrêté pour manger une pâtisserie. Et la jeune femme qui m'a servi la pâtisserie, dans une pâtisserie déserte, c'était clair qu'il n'y avait personne. Je veux dire, c'est clair qu'il n'y avait pas vu grand monde de la journée, il y avait moi. La pâtisserie était quand même fraîche, il faut quand même le dire. Mais quand elle me l'a tendue, elle l'a échappé, elle s'est écrasée sur le comptoir. Euh, pour vous donner un peu l'atmosphère, elle m'en a resservi une autre. Et là, on se faisait la réflexion, mais ces commerçants-là, du Vieux-Montréal et du centre-ville, que le gouvernement les ferme et qu'il les dédommage,
Ça n'a pas de bon sens de laisser des commerçants affronter seuls la première menace, la crise économique. La deuxième menace, la pandémie, je vais y venir, là. Le virus en lui-même. Alors, quelques jours après, le gouvernement a décidé de fermer tous les restaurants et bars de la ville de Montréal et de les dédommager, ce qui est exactement ce qu'il fallait faire. Mais qu'en est-il, je vais prendre l'exemple du Vieux-Montréal et du centre-ville, qu'en est-il de tous les autres commerçants qui vendent des vêtements, qui vendent des produits de beauté, qui vendent des produits des objets de décoration, qui vendent des objets touristiques, dans le cas du Vieux-Montréal? Eux, eh bien, ils sont obligés de rester ouverts. Ils restent ouverts. Alors, c'est comme des soldats abandonnés sur un champ de bataille et on ne leur dira pas, on ne les obligera pas, on les obligera pas à fermer, on va les maintenir vivants au nom de l'économie. Mais ces gens-là, semaine après semaine, mois après mois, subissent de très, très, très lourdes pertes. On entend partout, on ne peut pas reconfiner, on ne peut pas reconfiner. D'accord, mais dans quel état maintenons-nous ces petits commerçants-là? Ça, c'est le premier volet. À chaque jour, une partie importante des commerçants de Montréal ne rentrent pas dans leur argent parce que le gouvernement a décidé qu'il ne fermerait pas l'économie. Et par conséquent, on ne leur viendra pas en aide. Nous, à la librairie, on a été fermés pendant 2 mois et ça va être une bonne nouvelle pour nous. Pour toutes sortes de raisons, ça a été même une très, 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 très mauvaise nouvelle. Fort heureusement, quand la librairie a repris ses activités le 25 mai dernier, on a pu rattraper ce qu'on avait perdu parce que le chiffre d'affaires a augmenté. Mais là, depuis que la deuxième vague gonfle, se prépare à déferler sur nous, pouvons-nous encore faire preuve d'un optimisme raisonnable? De résilience, assurément, ça, tous les petits commerçants sont résilients. Mais est-ce qu'on peut tenir le coup encore? Parce que on ne peut pas reconfiner. Très bien. Alors on se maintient, on est zombifié, sans tenir compte de la deuxième menace, qui est à l'origine de tous nos problèmes, le virus lui-même. Alors, on se dit des scénarios un peu catastrophistes. Youhou, je suis de retour. On se faisait des scénarios un peu catastrophistes ce matin, Fabienne et moi. Qu'est-ce qui va arriver? Nous, on est 2 à la librairie qui travaillons. Qu'est-ce qui va arriver si l'un de nous 2 chope le virus? D'abord, ça veut dire que nous devons fermer la librairie. Nous devenons un foyer de contamination, ce que les Français appellent un cluster. Alors, nous devenons un foyer de contamination et nous fermons la librairie pour, évidemment, protéger les autres et en espérant que nous ne soyons pas trop malades pour se soigner. Alors, ça veut dire une perte de revenus brute et sans appel et sans aucune aide de l'État. Alors, on nous envoie, nous les petits commerçants, sur le champ de bataille. Nous n'avons pas de munitions, nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de stratégie de retrait. Alors, ce que nous vivons, c'est une sorte de néo-darwinisme. C'est pas juste on sauvera pas tout le monde, c'est que on sacrifie des gens. Ne pas sauver tout le monde, mettons qu'on l'accepte. Mettons qu'on trouve ça épouvantable, mais on l'accepte. Mais qu'on soit sacrifié, ça, je pense que c'est une autre chose. Alors, on a décidé, Fabienne et moi, que nous allions nous faire vacciner pour ne pas attraper la grippe. Parce qu'on peut attraper la grippe aussi, il n'y a pas juste le coronavirus. Nous allons nous faire vacciner pour ne pas être malade parce que nous ne pouvons pas être malades. Et ça, c'est le sort de tous les travailleurs autonomes. C'est une très, très grande injustice. Bon, il y a des travailleurs qui peuvent faire du télétravail.
En faisant du télétravail, bon, d'abord, ils conservent leur emploi, ils conservent leur revenu, et surtout, ils sont à l'abri du virus. Ils peuvent se claquemurer dans leur maison, se faire livrer de la nourriture par Internet, et ils sont protégés. Nous, on est exposés, nous sommes sur le terrain, et on doit développer des stratégies et même un plan B. Qu'est-ce qui arrive si on, comme je vous disais, qu'est-ce qui nous arrive? Alors, on ferme, mais on ne ferme pas parce que le gouvernement nous oblige à fermer et qui nous dédommage. On ferme parce que nous sommes tombés malades. Tombant malade, on tombe dans la pauvreté. Déjà, tous les petits commerçants sont dans la précarité. Alors évidemment, pour me changer les idées, je suis allé au Douleur-Rama, me suis rappelé l'humaine condition mortelle qui est la nôtre. Je ne dis pas que ça m'a réjoui, mais disons, enfin ça a mis une sorte de baume, ouais, sur mes appréhensions. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Alors notre état d'esprit, c'est nous tenons un siège, nous croisons les doigts pour que les clients continuent de fréquenter l'atelier librairie, le libre voyageur, nous l'espérons. Si nous sommes si importants que ça pour les choses de l'esprit et de la cité, eh bien, nos amis clients vont continuer à fréquenter notre échoppe, en espérant qu'eux-mêmes ne prennent pas peur pour leur économie, pour leur emploi, ou encore face à la maladie. Alors, et que les anti-masques viennent délirer littéralement en tenant pas compte de toute la souffrance qui est en train de s'accumuler un peu partout, pour moi, je trouve ça obscène. Et je trouve ça d'autant plus obscène que qu'il y a eu des milliers de morts. Ce n'est pas des fake news. L'atmosphère, elle est redoutable. Et si les gens se mettent, parce que notre société repose sur la consommation, l'économie, ce qui soutient l'économie, des économies occidentales, c'est la consommation, la surconsommation qui s'appuie sur l'endettement, voire le surendettement. Alors, si tout le monde commence à faire des économies, la récession va être encore plus grave. Et la récession peut se transformer en dépression. Alors, je dirais que nous sommes dans une crise systémique, selon moi. Alors, quoi faire pour passer à travers? Eh bien voilà, c'est à chacun d'entre nous d'y réfléchir. Fabien et moi avons choisi la voie de la combativité, la voie d'une certaine résistance. On ouvre notre échoppe comme on descend sur un champ de bataille. La métaphore n'est pas trop forte, compte tenu de tous les périls qui nous guettent. Alors, je vous invite à continuer à fréquenter la librairie. Et pour notre part, bien, on croise les doigts. On croise les doigts. Et je ne sais si... Fabienne me disait, ouais, mais les gouvernements doivent être conscients que les commerçants, ce sont des travailleurs autonomes. Et si ton malade, il arrive quoi? Je pense que le gouvernement, oui, en est conscient. Mais le leitmotiv, c'est on ne sauvera pas tout le monde. On s'approche du moment où c'est presque chacun pour soi. Je ne sais pas à quel moment on va se demander si nous sommes encore dans une société de droit. Je ne sais pas à quel moment ça va arriver, mais il est possible que ça arrive plus vite qu'on le pense. Tout est fragile en ce moment. Et tout est pas mal inquiétant. Alors écoutez, mon ami phosphorescent et moi-même vous souhaitons tout de même une bonne journée. Et je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Vous connaissez la suite? Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Une chaîne où il y a quelques auditeurs. Je les remercie. Il y a un jeune ami aussi, il me disait c'est quand même incroyable. C'était pas un commentaire méchant de sa part. C'était même plutôt un commentaire admiratif. C'est quand même incroyable que tu continues à faire des vidéos, même s'il y a si peu de gens qui t'écoutent. C'est vrai, mais sur ma première chaîne, j'ai commis plus de 1000 vidéos
Et l'ensemble de ces vidéos-là ont dépassé facilement le demi-million d'auditeurs. Alors, oui, certaines d'entre elles ont été vues quelques dizaines de fois et d'autres quelques milliers. Mais tout ça mis ensemble, ça dépasse le demi-million. Et ont été vues partout sur la planète. Dont une en pleine guerre, en pleine guerre civile syrienne. Il y a quelqu'un à quelque part qui a écouté mes élucubrations. Alors ça reste pour moi une source d'étonnement sans fin, je vous dirais. Alors, vous n'êtes pas nombreux, je prends plaisir à le faire. Je prends plaisir à savoir aussi que certains d'entre vous, ça vous plaît. Alors, je me vois un peu comme une sorte de poète hermétique, au fond. Les poètes hermétiques ont puis même les autres, ont une poignée de lecteurs. Je ne sais pas où j'ai lu que... Ouais, non, c'est dans le film de Big Short que j'ai regardé hier, le casse du siècle, où il y a un personnage, en épigraphe, quelqu'un qui dit... je me souviens pas de la citation, mais ça disait qu'au fond, tout le monde détestait la poésie d'une certaine manière. Hein? Je vais essayer de la retrouver, la citation. Et il n'y a pas grand monde qui aime la poésie. Et voyez un peu mes petites interventions vidéo comme une forme de poésie. Je vous remercie, portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles tribulations.